La Syrie est en guerre. Une guerre sanglante, une guerre permanente. Une agression sur son territoire. Mais c'est aussi une agression depuis l'étranger. C'est une guerre mondiale qui se joue. Toutes les grandes puissances du monde ont mis des pions dans cette affaire. L'agression est physique et meurtrière, mais c'est aussi et surtout une guerre médiatique. Une guerre médiatique d'une violence inouïe. Propagande et désinformation font autant de dégâts que les tirs de Kalachnikov. Après avoir longuement étudié le sujet, il fallait que je prenne la température sur place et que je ramène des images brutes, de manière sincère et totalement désintéressée. La vidéo que vous allez visionner est le fruit de cette expérience. Chimique contre sa population. L'inaction de la communauté. Arrivé de nuit à Damas, après plusieurs heures de voyage depuis Genève, en passant par Beyrouth, en compagnie de maître Damien Viguier, que je vais d'ailleurs aussi suivre lors de ce voyage. La ville est belle et très animée, loin des idées reçues que nous pouvons avoir ici en Occident. Premier jour à Damas, je suis autorisé à filmer une conférence liée au terrorisme. Dr Elias Khoury, maître Damien Viguier et Dr Aïssar Midani font partie des conférenciers, ainsi que la députée Maria Sadeh. Voici un court extrait de cette conférence. La question mérite d'être posée. Par exemple, quand le ministre français Laurent Fabius dit que le front Al-Nosra fait du bon boulot, les juges... Donc, il n'est pas condamné, ça ne choque personne, visiblement, alors pourtant qu'il y a quelques mois, la population française a montré qu'elle était capable de se mobiliser, de descendre dans la rue, puisqu'en janvier, il y a eu plusieurs millions de Français dans la rue pour quelques morts. Alors pourquoi, effectivement, pourquoi est-ce que la population ne défend pas le peuple syrien? Oui. J'avais commencé de répondre l'année dernière qu'il y a un effet en France. D'abord, il y a une minorité qui travaille dans son propre intérêt. Cette minorité-là, elle veut agresser la Syrie. C'est très net. Et puis, il y a un effet d'abrutissement de la population parce que les médias, les télés, les journaux, les radios, sont monopolisés. Derrière l'apparence de contradiction entretenue, en réalité, c'est un discours parfaitement uniforme. On le voit dans le cas syrien. Alors, la minorité de gens en France qui voient bien l'évidence que la population, que le peuple syrien est agressé par une entreprise étrangère, en partie occidentale, victime du terrorisme. Alors, ça peut paraître peut-être vraiment curieux, ça va peut-être vous paraître incroyable, mais cette minorité, elle est victime de marginalisation, de mise à l'écart, de désocialisation, de violence également. Les gens sont agressés en France pour penser autrement. Il y a un système de terrorisme intellectuel qui est entièrement basé sur le mensonge et la menace. Au cours de cette conférence, nous avons l'occasion de rencontrer Thierry Messant, créateur du réseau Voltaire et spécialisé dans l'analyse des relations internationales. Il est précurseur dans la dénonciation des manipulations liées au 11 septembre. Actuellement, il vit à Damas. Le mari est un officier en retraite. Le mari a des frères qui ont été décapités par les Daïchiens. Et la femme a été violée. Et parmi ceux qui l'ont violée, le français, je ne sais pas comment il s'appelle. Oui. Et là,
elle est dans une situation très difficile. Oui, on peut le... Thierry Messand nous a d'ailleurs accordé une longue interview de presque 2 heures. En voici un passage. Donc, ce qui s'est passé le 11 septembre, vous avez retenu certainement les avions, les tours, tous ces trucs-là. Mais la seule chose importante, c'est qu'à 10h le matin, ce plan a été activé. Le président Bush a été destitué de ses fonctions à 10h le matin et ne les a retrouvées que le soir, un peu avant 8h le soir. Voilà. Donc pendant toute cette journée, c'est d'autres personnes qui ont gouverné les États-Unis et d'autres personnes qui ont imposé leur volonté et leur politique aux États-Unis. Pourquoi ils ont maintenu George Bush au pouvoir après? C'est largement expliqué dans le livre de référence de ces gens-là, qui s'appelle le Manuel du coup d'État. Ça a été écrit par Edward Luttwak. Luttwak est un néoconservateur très important aux États-Unis. C'est aussi l'historien officiel de l'armée israélienne. Et il disait que pour qu'un coup d'État soit vraiment réussi, il ne faut pas qu'il y ait de réaction à ce coup d'État. Donc le seul moyen qu'il n'y ait pas de réaction, c'est qu'il faut maintenir au pouvoir les gens qui s'y trouvaient, mais leur imposer une politique qui n'est pas la leur. Alors, une partie de l'opinion publique a continué à réfléchir en disant non, c'est pas un coup d'État aux États-Unis, c'est une opération d'Al-Qaïda. Alors, si vous pensez ça, que c'est une opération d'Al-Qaïda, expliquez-moi pourquoi, là, aujourd'hui, nous sommes évidemment 14 ans plus tard, pourquoi aujourd'hui M. Fabius dit qu'il faut soutenir Al-Qaïda qui fait du bon boulot, c'est son expression. Pourquoi le général Petraeus, ancien directeur de la CIA, dit qu'il faut armer Al-Qaïda, et pourquoi John McCain, le président de la commission sénatoriale des forces armées, dit également qu'il faut armer Al-Qaïda. Il dit même que, citant des différentes personnes d'Al-Qaïda, que ce sont ses héros. Comment on peut dire que ce sont des héros quand on dit ces gens-là ont infligé de telles pertes à leur pays? Le problème qui existe en Syrie est un problème qu'on trouve dans l'ensemble du monde arabe, qui est qu'une partie de la population a été wahhabisée d'abord, c'est-à-dire le wahhabisme, c'est une doctrine qui se dit hostile aux 4 écoles traditionnelles de l'islam. C'est donc, par rapport à ces 4 écoles, c'est une hérésie au sein de l'islam. Donc le wahhabisme, religion officielle de l'Arabie Saoudite, du Qatar et de l'Émirat de Sharjah. Le wahhabisme, c'est une religion de nomades qui pense continuer dans l'islam le travail des iconoclastes dans le christianisme et la destruction de toutes les représentations parce qu'elles peuvent devenir des idoles. Mais comme c'est une religion de nomades, ça s'est étendu et c'est la destruction de tout ce qui est historique. Parce que quand on est dans le désert, on n'a pas d'histoire et les autres n'ont pas le droit d'en avoir. Donc ils ont d'abord été wahhabisés et progressivement, ils ont commencé à assimiler des éléments des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est un groupe politique, ça n'est pas du tout un groupe religieux, même s'ils se réclament du Coran. Puisque quand vous lisez, que ce soit Hassan el-Banna, ou que ce soit les auteurs ultérieurs de ce groupe, jamais on ne parle d'Allah, jamais. Ce sont des gens qui utilisent Dieu comme un symbole et qui en fait idolâtrent le Coran parce que c'est pour eux, vous savez, le Coran c'est un texte qui est plein de contradictions. Donc si vous ne faites pas un effort d'interprétation, vous devez en conclure que Dieu est une confusion complète, quoi. Mais donc eux, ils retirent quelques éléments qui leur sont utiles et ils ont en fait un projet défini dès 1928, dès leur création, c'est restaurer le califat ottoman et restaurer ce califat par la violence, par le djihad. C'est eux qui changent le sens du mot djihad, puisqu'avant, le djihad, c'est le devoir d'État, en fait. Alors, aujourd'hui, l'idéologie des frères musulmans est en train de s'installer. Et cette idéologie amène automatiquement au djihad, puisque le djihad est à la base même de la réflexion d'Hassan el-Banna, le fondateur. Et j'observe avec stupéfaction l'inconscience des dirigeants français qui laissent ce groupe se développer. Quand je vois que les frères musulmans sont en train de construire la plus grande mosquée de France,
à Bordeaux avec l'aide d'Alain Juppé. Ça ne va pas dégénérer demain matin, mais dans 10 ans, soyez sûrs, à cet endroit-là, vous aurez des djihadistes. Si moi je dois raconter la guerre en Syrie, je ne remonterai pas à 4-5 ans. Ah, d'accord. Parce que pour moi, la guerre en Syrie, elle a été décidée le 15 septembre 2001 dans une réunion à Camp David et elle a été officiellement déclarée par les États-Unis lorsque le Congrès des États-Unis a voté le Syria Accountability Act en 2003, une semaine après avoir fait tomber Bagdad. Donc depuis 2003, les États-Unis essayent par tous les moyens d'entrer en guerre contre la Syrie. Ça se vérifie à plein de circonstances, mais vous pouvez uniquement retenir qu'en 2005, l'ancien Premier ministre du Liban, Rafik Hariri, a été assassiné. Et immédiatement, on a accusé la Syrie d'avoir organisé cet assassinat. On a même créé un tribunal spécial pour juger le président Bachar el-Assad pour un crime dont aujourd'hui tout le monde sait qu'il ne peut pas l'avoir commis. Et puis, en 2006, l'agression d'Israël contre le Liban, le but c'était qu'on pensait que l'armée israélienne vaincrait la résistance du Hezbollah et que la Syrie viendrait au secours du Hezbollah et à ce moment-là, les États-Unis débarqueraient en Syrie. Tout ça a été préparé. Ça n'a pas pu marcher. Donc, il a fallu attendre une autre opération, le printemps arabe, quelque chose qui a été décidé pour l'ensemble du monde arabe, qui consistait à organiser des révolutions colorées et à pousser les frères musulmans à prendre le pouvoir. Donc à ce moment-là, on a organisé une série d'attentats en Syrie et ça a été le début de ces événements. Contrairement à ce que dit le président Hollande, ce qu'il a raconté à la tribune des Nations Unies, le terrorisme a commencé dès le premier jour ici. Et Ahrar el-Sham, un des groupes qui vient d'être bombardé par la Russie et qui a provoqué le grand émoi de certains en Occident, Ahrar el-Sham a été constitué avant le début des événements ici. Il était présent ici, commençait des attentats avant toute manifestation ici. Donc, oui, les choses ont été planifiées, puis elles ont été planifiées sur une longue durée. On avait déjà amené en Syrie à la fois des armes en grande quantité, mais aussi des perceuses. Parce que vous savez, on a construit des tunnels avec des foreuses, celles qu'on utilise pour le métro en France. Ça, vous ne pouvez pas acheter ça dans le commerce. Il a fallu l'amener à l'avance. C'est vrai qu'il y a quelques civils qui soutiennent les djihadistes. En fait, il y en avait au début, dans la première guerre, celle qui va de mars 2011 à mars 2012, dans cette année-là. À ce moment-là, comme les gens ne savaient pas ce qui allait se passer, ils étaient prêts à être contre le gouvernement si ça leur assurait leur survie pour la suite. Mais aujourd'hui, vous avez 23 millions de Syriens. Il y a 4 millions de Syriens qui sont à l'étranger. Et généralement, ils sont allés là où ils pouvaient. C'est-à-dire, quand vous êtes à la frontière turque, que les djihadistes rentrent chez vous, vous n'allez pas vous réfugier à Damas, c'est trop dangereux, vous allez en Turquie. La plupart de ces réfugiés n'ont pas eu le choix de l'endroit où ils se trouvent. Vous avez 8 millions de gens qui ont été déplacés à l'intérieur du pays, et la totalité de ces 8 millions se sont déplacés des zones libérées par les alliés de la France vers les zones protégées par la République arabe syrienne. Et vous n'avez jamais vu, jamais, d'exode dans l'autre sens. Bon, peut-être vous trouverez une personne ou une autre, mais il n'y a jamais eu d'exode dans l'autre sens. C'est-à-dire que le peuple syrien ne veut pas des alliés de la France. Les arbres penchés par les vents de la région est une particularité qui nous indique que nous sommes bien sur la route direction Homs. Nous avons rendez-vous avec une dame incroyable qui va nous accompagner dans la ville de Homs. Hayat a été blessée au moins 3 fois par des attaques terroristes.
et elle a perdu 2 de ses fils au cours de cette guerre. Oui, ici nous sommes à Homs. Nous rencontrons des victimes, des civils, voilà, qui ont eu leurs Une dame tout à l'heure nous racontait qu'elle elle avait perdu ses fils, elle avait été blessée 3 fois. Homs fait partie de ces grandes villes de Syrie qui ont souffert et qui souffrent encore du terrorisme et des combats. Malgré tout, les habitants tentent de reconstruire et animent toujours les quartiers. طلعناهم عليه هذا النفق الكبير اللي كان واصل الجهتين ببعضهم لك عميت مبلغ مشان يصورها وين رايح المشوار بعيد هلا بالرجعه فينا بس هلا اذا بده يصوروا بالرجعه بنخليه ينزل بيصوروا. Les tunnels et les égouts ont été une aide dévastatrice qui a propagé la gangrène terroriste au sein des quartiers de Homs. هلا بدي افرجيكم اياها بس هلا في حدا هون ما في ذاك هي Nous rentrons dans l'un des quartiers qui a connu des affrontements terribles. Vision de désolation et images qui rappellent fortement le résultat de la bataille de Stalingrad. Les gens sont revenus habiter dans les rues après la sécurisation. Ils habitent dans les rues. Dans les ruines, oui, tout à fait. Ouais. Il faut avoir l'argent pour... Et puis pas seulement, les autorisations aussi. Ouais. Passer d'un quartier à l'autre par les tunnels. Oui. Ils sont rentrés par les tunnels à l'intérieur du quartier. Oui. Et ils tenaient un peu la population, quoi. Bah oui. Ils tenaient la population en otage. Ils bombardaient. Hein. Mais ils devaient être nombreux. Ils devaient être très nombreux, là. Il faut être au milieu de ces ruines pour vraiment comprendre cette sensation d'impuissance face à la force des armes et avoir une idée de la terreur qu'ont pu vivre les habitants de ce quartier maintenant sécurisé, mais dévasté. Dans ma vie, j'ai connu des zones de guerre et de conflit, mais cela ne m'empêche pas d'avoir le souffle coupé face à ce spectacle. Des images qui se passent de commentaires. Et il dit ça c'est un quartier, un très ancien quartier de Homs, et qui est construit avec des pierres noires, c'est des pierres de basalte en fait. Homs est connu, pour ça, en fait, ils ont des pierres basaltiques, la pierre basaltique, et tout ça, ça a été aussi complètement détruit, comme vous pouvez dire. Tu peux lui demander quand même par rapport à l'ensemble de la ville, si il y a beaucoup d'endroits comme celui-là ou c'est un petit peu l'épicentre. عم بيقول بالنسبة للمدينة إنه في كتير محلات هيك بالحميدية والخالدية لأنهم هون ضلوا 2 سنين ونص. Elle dit que elle dit que c'est le centre, c'est le centre de la ville, mais le centre de la ville c'est déjà 5 quartiers. Et dans les 5 quartiers, il y a eu beaucoup de destruction. Même maintenant, et ça a été depuis le début. Et en fait, c'est largement détruit parce qu'ils sont restés 2 ans et demi ici, en fait. Ils se sont implantés réellement dans ce D'accord. Et en fait, les plus grandes destructions ont eu lieu à Khaldiye et ici. Et ils passaient de ce quartier طبعا تم ردمها من قبل الجيش. Vallée ici par les canaux des égouts qu'on voit ici. Donc ils passaient d'un quartier à l'autre. Et l'armée les a complètement remblayés. شفتوا انت النفق اللي هناك هو الصرف الصحي الموالي لهدول. On est bien une sorte d'épicentre de l'ensemble du réseau de tunnels d'un côté sous la ville et puis
qui relie tous les quartiers principaux du centre-ville entre eux. Et eux, ils utilisaient ça pour passer d'un quartier à l'autre. Et c'était vraiment des combats acharnés, très violents. فهن لما يعملوا هاي المجازر كانوا مثل هاي المجزرة اللي صارت الجيش والعالم فيقولوا إنه exactement. Donc en fait, quand ils faisaient ces massacres, ils disaient que c'est l'armée parce que en fait l'armée venait secourir les gens et eux disparaissaient dans les égouts et filmaient l'armée avec les cadavres. D'accord. Donc ça c'est aussi. Là, qu'est-ce que c'est ficelé? Une école d'enseignement primaire avec plein d'insultes grossières. Ah ouais. Ici, c'était un point où ils s'attaquaient aux voitures. Ils visaient les gens et ils tuent les personnes et ils prennent la voiture. Les ouvertures des égouts, ils utilisaient tout le réseau des égouts. Okay. Donc ils ont transformé ça en hôpital de combat, de campagne comme tu dis, et en fait ils amenaient leurs blessés dans les égouts comme ça directement à ce machin pour les secourir. Donc tu vois c'est. Alors ici c'est la place Al-Khaldiye. Et le quartier vers ici ça va vers Bayada Derb Albi. Ici vers l'hôpital national et Jourt el-Sheyah qui est un quartier. Ici c'est Hamidiyeh les vieux souks et le centre-ville. Donc c'est un point central qui va vers tous les coins et auquel l'Anfar ماشية لكل هالمناطق. Et le réseau des tunnels, il permet d'aller à tous ces quartiers qu'on a cités. D'accord. Ça facilite pour eux, ça a facilité leur propagation et leur déplacement. La logistique, tout ça. Ils l'ont appelé aussi le régiment de la vérité. D'accord. Et là, on a découvert aussi des traces de sang et tout un tas d'appareillages avec lesquels ils torturaient les gens. C'était là, derrière. Ils ont utilisé tout l'espace et toutes les maisons derrière comme lieu de torture et de... Alors moi je voudrais vous dire quelque chose, c'est quelqu'un qui m'avait dit, il y avait quelqu'un qui était Jazar en fait, c'était un boucher. En dessous il y a un abri sous la terre. Et donc ils ont utilisé ça comme cave de torture, etc. Mais à Homs aussi, il y avait un boucher qui enlevait la peau des gens vivants et les suspendait comme ça dans les frigos. يعني حمص الشاي فيها إلى سلخ وتقطيع وذبح. Alors ici il y a aussi des abris partout, il y a des caves, des abris sous ces immeubles qui étaient utilisés comme caves de torture, d'arrachage de peau, etc. et de découpage des personnes dans les caves. C'était. Alors il y avait une femme qui s'appelait Khaled. Cette femme Khaled est devenue célèbre par son horreur. Elle était à Bir Isba,
Bab Sbar. Et elle est venue ici, elle s'est transférée, elle a déménagé ici. Elle a fait à Achirin son quartier général. Et elle, justement, on lui amenait les gens, elle voulait des personnes intactes, elle ne voulait pas de personnes blessées. Elle leur enlevait la peau comme ça, complètement toute vivante, et elle les accrochait sur les machins, comme on accroche les poulets et les animaux. Je pense qu'elle faisait du trafic d'organes. Elle faisait du trafic d'organes. هي استخدموا مستوصفات الدولة اللي كانت تقدم للناس استخدموها هي كان فيها c'était l'armée libre et l'opposition. Alors, tu vois une opposition qui découpe les organes et les gens de son peuple. C'est la modération. Voilà, c'est ça, la modération. بس لما شافوها فشلت هاي القصة حولوها من جيش حر إلى جبهة نصرة. فشلوا صاروا داعش، يعني هنن مارسوا كل أنواع الطائفية بالقطع والدفاع. Quand ils ont vu que ça n'a pas marché, après ils ont dit l'armée syrienne libre, après c'est devenu Jabhat al-Nusra, Jabhat al-Nusra ça n'a pas marché, ils ont fait Daesh. Donc voilà, c'est toutes les versions pour un même fait qui est le fait terroriste, qui n'a rien à voir ni avec une révolution ni avec une opposition. Alors là, elle nous disait, il reste un quartier dans Homs qui est toujours tenu par des terroristes. Oui, Al-Wa'ar. Oui. Mais ici, depuis combien de temps c'est nettoyé? Il n'y a pas longtemps. On est ici, ils sont sortis d'ici le 9/5/2014. Donc c'est tout. Et après Al-Khaldiye, c'était suite à des combats très violents avec l'armée. الخلدية أي فترة بنيسان 1200 civils sont sortis un peu avant. En fait, tout ce processus a duré de mars-avril 2014 à mai 2014, où peu à peu ils ont sorti d'abord les civils et les blessés. Après, donc ça c'est le fait d'âpres négociations et de réconciliation et d'intervention de l'ONU et de... Et ça a été en présence, l'accord a eu lieu en présence de l'ONU. Alors je voudrais vous rappeler quand même, c'était un accord où il disait il y avait des cars avec des vitres teintées qui devaient venir et les gens qui montent dedans avec ce qu'ils veulent, l'armée syrienne devait s'engager à ne pas regarder ce qu'il y a dedans et à ne pas les intercepter et à ne pas vérifier, et que ceux qui veulent partir ailleurs partent ailleurs. Et c'est un accord qui a été absolument incroyable. ما هيك هذا اللي قالوا وقتها انه باصات بتجي مع ازاز مدخن والجيش بيتعهد انه ما يطلع فيها وانه ما هذا. Et c'est là qu'ils ont sorti tous les mercenaires étrangers sans qu'il y ait pour qu'il n'y ait pas de vue clairement de vue de l'armée. Non mais là il y a une petite chose quand même que je comprends pas. C'est ces mercenaires qu'on laisse sortir. Donc ils partent ailleurs commettre de nouvelles horreurs dans d'autres endroits. Ils sont partis à l'endroit qu'ils voulaient. Ils sont allés à Idlib. Beaucoup d'entre eux sont allés à Idlib. Talbisé aussi et Dar el-Kbir. Ils ont choisi. Et certains sont partis à Al-Wa'ar, à l'autre quartier qui est encore occupé. Commettre des horreurs ailleurs. Voilà, tout à fait. Est-ce que c'est une bonne solution ça? Mais de toute façon, il faut les sortir quelque part. Oui, mais s'ils retournent ailleurs... Non, mais c'est pas qu'ils retournent ailleurs, c'est que de toute façon, il y a tout un travail qui était fait un travail aussi idéologique qui est fait envers eux, mais bon, c'est sûr qu'il faut quand même commencer à limiter les dégâts et à les sortir. Comment veux-tu faire? Et ça, il y en a qui sont sortis complètement sous contrôle de l'ONU ailleurs, qui sont sortis vers la Turquie, vers في منهم راحوا لنواحي تركيا كمان. بعد ما يطلعوا ما في مشكلة. معهم.
ici, il y avait un nombre important de civils qui étaient leurs otages. Alors que les quartiers où ils sont partis, c'est leurs gens. Non, c'est leurs gens. Leurs gens. D'accord. Donc, c'était qu'ils aillent chez ceux qui les soutiennent, plutôt que de faire des dégâts avec la population civile. D'accord. Bien sûr. Alors justement, elle dit, la personne, les rebelles armés, s'ils sont syriens, on peut toujours traiter avec eux, discuter, les punir, tout ce qu'on peut. Mais les étrangers, qu'est-ce que tu veux en faire? C'est bien qu'ils partent. Bon, c'est tout. Oui, d'accord. Pardon d'insister, mais qu'ils partent, mais on contrôle où ils vont. On sait où ils vont. Ils repartent. Des lieux, des destinations. Moi, je pense que oui, il y avait un contrôle, mais qui n'était pas dit. Bon. Mais en fait, ils devaient les accompagner jusqu'à Idlib et de Idlib vers la frontière. D'accord. Voilà, je pense. Parce que ce sont en grande majorité, ils sont venus par les Turcs. D'accord. Tu vois, regarde les magasins qui réouvrent. Voilà. مرحبا. Ils reprennent, ils retravaillent, ils fonctionnent. Nous avons un dynamisme. Nous allons visiter l'église de la Ceinture. Elle est située dans le quartier est de la ville de Homs. Le nom provient de la découverte, sous l'autel de l'église, le 20 juillet 1953, d'une ceinture de tissu qui aurait appartenu à la Vierge Marie. L'église est en pleine reconstruction. C'est la mosquée Mohammed ben Moslima. Et elle est à côté de l'église, comme vous voyez. Et c'est une tradition pratiquement dans toutes les villes syriennes. À chaque fois qu'il y a une mosquée, il y a une église à côté. À chaque fois qu'il y a une église, il y a une mosquée à côté. Donc c'est une mosquée, une église. Et c'est un symbole indéniable de la vie commune que mènent toutes les religions et toutes les confessions du peuple syrien. On est tous syriens et on vit tous ensemble comme ça. Il n'y a jamais eu de différence ni d'agressivité entre les différentes religions, sauf quand elles ont été provoquées par les colonialistes. On va à l'ancienne église. L'ancienne église est située sous terre. Il faut emprunter de petits tunnels pour s'y rendre. On a l'impression de remonter le temps en s'y rendant. C'est un lieu que les terroristes ont saccagé et où ils prenaient refuge, car ils savaient que l'armée syrienne ne bombarderait pas l'église. De retour à la surface, nous constatons les dégâts qui n'ont pas encore été réparés. Ici, c'était le lieu où existait la ceinture de la Vierge. Ils n'ont pas trouvé la ceinture de la Vierge parce que le patriarche avait mis une ceinture qui lui ressemblait en fait. لما عرفوا انه هذا زنار مزيف حرقوا كل المكان واخذوا الايقونات وحرقوها كلها. Et quand ils ont découvert que c'était une ceinture truquée, une fausse, ils ont brûlé l'ensemble, ils ont brûlé toutes les icônes. Là, il y a tous les carrés et les icônes.
Ils ont tout brûlé, saccagé. Je pense que ce soir, ils avaient l'intention de saccager de toute manière. Ils essayent de transformer l'histoire, de gommer les restes, les preuves de l'histoire. Gommer les civilisations et gommer l'histoire. Maintenant que la ville est en partie sécurisée, les enfants peuvent à nouveau jouer et partager des loisirs. Ce sont des moments d'innocence que j'aime à capter dans mes films, loin du tumulte de la guerre. Nous repassons par les quartiers animés de Homs pour aller chez Hayat, qui nous invite chez elle. Les deux fils d'Hayat, morts pour la patrie. Alors, qu'on nous présente, lui, c'est... C'est son mari. Son mari, d'accord. Voilà. C'est le mari. C'est le papa des deux martyrs. D'accord. دكتورة هي من أساسيات البيت. هي من أساسيات بيتنا. هي من أساسيات البيت. Très bien. Donc là, il est militaire. Oui. Oui, il est militaire. Son fils aussi, le deuxième qu'on a vu, il est militaire. Son beau-frère est militaire. Parfait. Tout le monde est militaire. Très bien. Tout le monde défend la patrie. Bravo. Il peut nous dire quelque chose alors sur les combats ou comment ils se... محمود استشهد بدرعا وكان عندي ابني بحما وانا كنت اخدم بحلب كمان على خط الساحل. Alors, lui, il était ses deux fils. Alors, un fils à Dara, lui, il était à Hama. بحلب. Et lui, il était à Hama, à Halab. Donc, ses deux fils dans des villes différentes et lui dans Halab. كانت علاقتنا انت كنت شو اسمه يعني بالجيش انا بالجيش كنت dans l'armée. خط اشتباكات مع المسلحين وجه بوجه كنا مع بعض. Alep était une ville complètement sûre et puis du jour au lendemain il y avait des cellules dormantes en fait qui se sont réveillées d'un seul coup. واغلب مناطق حلب هي بلاد امنه يعني ما في شيء ولكن عم تجي هاوي القذائف. Et la majorité des quartiers de la ville est sûre, mais Alep reçoit des obus, ils reçoivent aussi des قنابل جهنم. مدفع جهنم. Alors ça c'est ce qu'ils appellent les canons d'enfer. En fait, ils balancent, les terroristes balancent comment dire, tu sais, les bonbonnes de gaz. Ouais. Ils les balancent et elles explosent. Alors, ils les remplissent de clous et de machins, etc. Et ils les balancent sur la population et ils les font exploser. Et ils appellent ça, c'est les canons de l'enfer. Ils ont utilisé beaucoup ça à Alep lors des élections pour empêcher, dissuader les gens d'aller élire le président, en fait. نستعملوهم كثير وقت الانتخابات كمان حتى يمنعوا الناس انه يروحوا يساووا. واحد فيهم يعني انكسر له خط الضوء ومتصاب بجرياته من خلاله. Il a été blessé 3 fois, 3 côtes, le bras, les jambes, à cause d'explosions de ce type. Et surtout dans le quartier de Saladin. Donc dans différents affrontements avec les terroristes, il y a toujours eu, il y avait beaucoup d'étrangers. Et en fait, à chaque fois qu'il y en a qui tombent blessés ou qui sont morts, ils les retirent tout de suite pour qu'on ne découvre pas leur identité, leur nom, etc.
Et même quand ils sont tués, ils brûlent leurs cadavres. On ne sache pas. Et il y a une grande quantité d'étrangers et de différents pays. Donc ça c'est très tangible, ils le voient. De la plupart des pays, il y a une bonne majorité de Turcs, mais c'est de la plupart des pays occidentaux et des pays et des pays occidentaux et des pays arabes, des autres pays arabes. Donc, maintenant, direction Sednaïa, une petite ville atypique de Syrie, qui a une particularité, c'est que ses habitants ont constitué une sorte de milice pour lutter contre les attaques terroristes. Une milice qui a été validée et approuvée par l'État syrien, qui a même fourni une partie de l'équipement à ses hommes et femmes, qui sont tout de même soutenus par l'armée syrienne. Dr Elias Kouri vit à Sednaïa. Nous sommes donc invités à le rencontrer dans cette belle ville à la vue magnifique. Ça va être l'occasion de rencontrer des habitants de Sednaïa et de pouvoir échanger avec eux. Il y a quelques temps, quelques jours, il y avait une bataille avec les terroristes pour couper la route de l'autoroute qui monte vers Marounia. انتم مرقتوا من معرونيا على طريق معرونيا. C'est la grande autoroute et l'autre côté ولا تحت الجبال il y avait تدعو حوالي تلمع معرونيا. Il voulait faire une attaque pour couper l'autoroute. Pourquoi? Pour couper le lien avec Homs, avec Alep, etc. Pour attaquer ici, donc peut-être. Alors, les garçons, la défense de Sednaïa, qui sont descendus en force, ils l'ont repoussé les attaquants, avec l'armée, bien sûr. Oui. Avec l'armée. هالشباب كانوا جزء من المجموعة اللي عم تقاوم. Donc, ils font partie encore commun, cohésion entre. C'est comme donc monsieur qui était dans les. Oui, lui aussi, il était. Des opérations. De l'opération. Lui, le fils de Shahada avec. Voilà. C'est le fils de Kamal. Abu Shahada, on appelle le père. لي مجال ما طولها كثير لانه بنسى نصها بعدين. مواقف بشكل خاص. انا بدي شيء بس يوصل. مواقف السياسيين الفرنسيين مخجله من كل النواحي. اول شيء للشعب الفرنسي قبل اي شعب. وقت اللي نحن صار العالم كله يعني العالم خلص فهم هو فهمان من الأول بس العالم كله صار واضح إنه القصة مو مثل ما عم تقولوا القصة هي إرهاب منظم مدروس أمريكا وقت اللي أمريكا فتلت ومشيت لسه مثل هولاند أو فابيوس لحد هلا لسه كمشين الموضوع على إنه إحنا الشعب الفرنسي بنحبه كتير ما في حواجز بيننا وبين الشعب الفرنسي بالعكس نحن يعني نحن كطلاب كنا بجامعة دمشق أنا واحد من طلاب جامعة دمشق كان حلمنا نطلع فرنسا وندرس بفرنسا ونكفي بفرنسا ولحد هلا بيقولوا إنه رغم إنه كنا نميز قبل إنه الاحتلال الفرنسي لما كان في استعمار وكذا كان يختلف عن البريطاني يختلف عن إنه عمل شيء حلو بالبلد اللي وصل فيها يعني فتح مدارس لكل شخص فرنسي انه الحقيقه ما هو مثل ما عم ينتقل لهم بالاعلام الفرنسي الرسمي الحقيقه انه الشعب السوري انتم شعب دائما بتنادوا بالديمقراطيه وبالحريه الشعب السوري بمعظمه مع الدكتور بشار الاسد الشعب السوري كله اصلا المناطق اللي فيه اصلا اي شخص سوري هلا بده يروح على منطقه
آمنة بيروح على منطقة الجيش السوري. ما في شخص سوري بيقدر يروح على منطقة ما فيها جيش سوري. فالأمان هو بالمحل في الجيش السوري. L'accuse à tort d'un tas de mots dont il n'est pas أنا مواليد 61 ومغترب، كنت صار لي من سنة 79 مغترب بإحدى الدول الخليجية، أنا وزوجتي وأولادي وعندنا شغلنا بالخليج. وقت بداية الأحداث بسوريا حسينا أنه واجبنا نجي ندافع عن الأرض وعن الوطن. وفي كتير مثل حالتي تركوا شغلهم وتركوا يعني شغل أعمال السنين وأملاك تركوها لأجل يجوا يدافعوا عن البلد. Nous avons questionné et filmé une dizaine de personnes ce jour-là, avec des profils différents. Le ressenti était unanime. Un amour de la Syrie et une fraternité syrienne forte. Nous sentons bien que l'agression subie a réveillé une force de vie à toute épreuve. لأنه الشعب السوري كله مع القيادة ومع الجيش، وهالتضليل اللي عم بيصير يعني بتمنى إنه يشوفوا الحقيقة. Après ces journées pleines d'émotions, nous retournons sur Damas, où nous allons rencontrer le grand moufti de Syrie, que je vous avais d'ailleurs déjà présenté dans un autre épisode. Personne touchante et très cultivée qui marquera ma venue en Syrie. Cette introduction est une question qu'il faut poser à tous les gouvernements français depuis 40 ans jusqu'à maintenant. منذ 45 سنة طالب في الابتدائي كان آباؤنا كلهم يتكلمون الفرنسية. تصور أنه 400 سنة حكم العثمانيون هذا البلد، ولكن الناس ما حكوا بالتركي أبدا، رفضوا أن يتكلموا بالتركي. فسألت سؤال، لماذا 25 سنة فرنسا في المنطقة، شفت الجيل كله بيحكي فرنسي، و400 سنة ما حكينا بالعثماني؟ أجابوني. ومن خلال استنتجته أن العثمانيين جاءوا يلبسون جبة الدين، لباس ديني، ولا يفرض الدين قهرا، ولذلك جاءوا يفرضون اللغة التركية باسم الدين وباسم أنهم يعني خلفاء أمير المؤمنين. لماذا لكن تعلم نساؤنا وأطفالنا في الأربعينيات والثلاثينيات الفرنسية، كلهم بيحكوا فرنسي. لأنه اعتبرناها لغة ثقافية وليست لغة دينية. بعد عام 80 أو بعد ال 85 بدأت تغيب الفرنسية عن لبنان وسوريا، وبدأت أرى الجيل كله يتوجه إلى اللغة الإنجليزية. بحثت عن السبب، وجدت أنه موقف الحكومات الفرنسية لإعلان دائما موقف المتطرف ضد المنطقة. فتصور أن البريطانيين كانوا في مصر والسودان. اليوم العلاقات المصرية السودانية مع بريطانيا من أجمل ما يكون، دائما متواصلة مع الأردن وفلسطين. سوريا ولبنان كانت علاقتها مع الفرنسيين، فتخلت فرنسا عن دعم سوريا ولبنان، إنما وقفت بالعداء بالتعادي مع سوريا ولبنان. ولا يجوز لفرنسا كانت أن تقف مع طائفة أو مع جماعة. فلذلك الآن ببحث عن مترجم فرنسي بين كل 1000 أو 2000 لأجد واحد بيعرف فرنسي، بينما حينما أريد مترجم إنجليزي بين كل 10 4 بيحكوا إنجليزي. فتصور بال1000 واحد وبال10 4. وهذا الكلام تكلمته في باريس من 10 سنوات أو 12 سنة لما جئت إلى باريس، وحكيت مع السفراء الفرنسيين اللي كانوا هون. قولوا لحكوماتكم أن تركز على الثقافة الفرنسية في المنطقة. فالمنطقة علمانية، سوريا ولبنان علمانيين، ولكن عم توجهوا للتطرف الآن، والسبب الحكومات الفرنسية. كل الصحافة ومونتي كارلو كانت في حالة عداء للبنان وسوريا. فتتصور المواطن السوري لما لم يكن تلفزيون بيسمع للبي بي سي،
ولما صار التلفزيون ساووا الجزيرة والعربية. الجزيرة والعربية واحدة للBBC واحدة للCNN. فرنسا لم تفعل شيئا. طلعت فرنسا 24 ولكن لا تستطيع أن تلاحق ما تبثه الجزيرة والعربية، بل أحيانا تبث ما يجعل الشعب في سوريا ولبنان يتراجع عن الفرنسية. لذلك أشعر لا زال أننا نحن بعد هذه الأحداث أنها تأكدت فكرة العلمانية في الوقت اللي عم تتخلى فرنسا عن العلمانية. Ensuite, nous avons fait la rencontre d'un personnage fort sympathique, le père Elias Zarlaoui. Je ne pourrais pas diffuser de suite tout notre entretien, à sa demande, car la censure française fait peur même au-delà des frontières. Mais il fallait que je vous fasse partager un petit moment avec cet homme de cœur. En vous écoutant, je me suis rappelé un fait. En 84, 2 jeunes Suisses étaient venus en Syrie et m'ont été recommandés par un ami de France, un Syrien médecin, Faïs Houch. Il m'avait téléphoné pour me les recommander. C'était une médecin et une infirmière. Ils arrivent à Damas, 2 jeunes belges. Je leur organise la tournée. J'étais malade, je n'ai pas pu les accompagner. J'ai téléphoné à des amis, à Homs, à Ladaki, à Alep, etc. Quand ils sont rentrés à Damas, ils m'ont dit un peu qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ils m'ont raconté un fait qui est très significatif de la psychologie des Syriens. L'infirmière, en arrivant à Alep, s'est rappelé qu'on lui avait recommandé de visiter dans la région de Hama les villages qui ont des maisons en forme de... comment dire? En forme d'entonnoir. En forme d'entonnoir. Ouais. Il y a des villages dans la région de Hama. Elle a tenu à y aller. La médecin a eu peur. C'était après 84, la période qui a suivi des... comment dire, les remous des frères musulmans en Syrie. Ah oui. Oui. L'infirmière a tenu à y aller toute seule. Elle est arrivée à Hama. Elle descend de l'autobus, elle va à la première boutique, elle connaissait quelques mots d'arabe. Elle leur a expliqué ce qu'elle voulait. 3 jeunes hommes lui ont dit « Accepteriez-vous qu'on vous accompagne ?» Bon, il loue un taxi et il l'emmène dans le village. Il a visité les maisons, il a été accueilli merveilleusement. Et ensuite, ils l'ont invité à table à midi, en repas copieux. Ils l'ont ramené au garage, où ils ont acheté le billet, il est monté en voiture et est rentré à lui. La médecin était inquiète. Bien sûr. Quand sa copine est rentrée, elle lui a raconté ce qui s'est passé. Elle lui a dit, c'est ça la Syrie. Cette chorale est invitée en France pour le mois de mars. Ah oui. Oui, oui. Et la tournée, ça sera dans 10 villes de France. D'accord. À raison de 102 gosses de 10 à 15 ans et 33 musiciens et accompagnateurs de la chorale. D'accord. On sera dans les 140, 145. Et en principe, je devrais les accompagner. Je crains que, voyant ce film, on ne me donne pas le visa pour accompagner la chorale. C'est vous qui voyez, on peut le garder privé. C'est bien possible. Vous préférez qu'on le diffuse pas? Comment? Vous préférez que nous le gardions Non. J'essaie de peser le pour et le contre. De sortir avec 140 gosses et jeunes musiciens, chrétiens et musulmans, pour faire une tournée dans 10 villes en France, ça vaut la peine. Voyez? Ouais. C'est pourquoi je viens de penser maintenant à ce que ce message soit ajourné, si vous pouvez. Oui, bien sûr. Laissez passer les messages du Moufti et d'autres, etc. Oui. Après notre tournée, parce que déjà, mon fichier
n'est pas très beau. Moi, j'aimerais pouvoir aller avec la chorale, chrétiens et musulmans, pour dire aux gens, voilà, nous sommes chez vous. Nous venons vous dire quelques vérités que vous ignorez et que vous devez connaître. Notre venue à Damas n'est pas passée inaperçue. De suite après, nous avons rendez-vous sur un plateau télé où Damien est invité pour échanger sur la situation en Syrie avec des notions juridiques sur les positions prises par le gouvernement français, entre autres. Privé et sciences criminelles chargé d'enseignement à l'université. En visite en Syrie, bienvenue, maître Damien. Merci. D'abord, je sais bien que vous vous intéressez beaucoup à la Syrie. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser tellement à la Syrie, à la cause syrienne, disons, en tant que juriste? Est-ce c'est c'est-à-dire depuis cette guerre contre la Syrie ou alors avant? Alors, avant, je m'intéressais surtout au droit pénal et au droit international et à l'évolution de la situation politique, disons, dans le monde. Et c'est des recherches que j'ai faites notamment en droit, avec la question du droit de la guerre, l'organisation, les notions comme le terrorisme. C'est cet intérêt pour ce compartiment du droit qui m'a conduit à tout de suite m'intéresser à ce qui était en train de se passer en Syrie, étant donné qu'il faut rappeler que les événements de Syrie se sont produits très peu de temps après les événements de Libye, donc il n'y avait plus d'effet de surprise, on était vraiment déjà préparé, et d'ailleurs je pense, ça a été également le cas pour la communauté internationale. Les gens ont compris qu'on était en train d'appliquer un scénario qui était vraiment cette fois beaucoup trop lisible. C'est donc une déclaration officielle des juridictions françaises, comme quoi dire que le Front al-Nosra fait du bon boulot, c'est la politique de la France. C'est la promotion du terrorisme. C'est sans être assumé comme tel, puisque pour un même phénomène, vous savez, il est très facile de parler de terrorisme et de rebelles modérés. Voilà. Donc le Front al-Nosra est considéré par la France comme une organisation de rebelles modérés. Donc je pense que l'essentiel porte sur la modération. Voilà qu'est-ce qu'on entend par modération. D'ailleurs, c'est une guerre qui est avant tout médiatique. Voilà. Et encore une fois, quand on veut semer le trouble chez l'ennemi, on y déclenche des opérations terroristes que l'on appelle Enfin, la Syrie, c'est très bien ça, puisque c'est ce qui est arrivé en Syrie. C'est ce qui arrive. La population est agressée par des terroristes qui sont téléguidés de l'étranger, mais on appelle ça une rébellion, de façon à pouvoir accuser le gouvernement et déclencher un cycle infernal, quoi. Très sollicité, Damien est aussi invité sur une radio syrienne pour commenter les événements. À mes yeux, il est important que les Syriens sachent que des Français les soutiennent dans leur combat. Et par ailleurs, le ministre français des Affaires étrangères a fait toute une série de déclarations. ووزير الخارجية الفرنسي قام بعدد كبير من البيانات والتصريحات. Il a dit que la France allait livrer des armes aux rebelles. يقول أن فرنسا ستعطي أسلحة إلى الإرهابيين وما سماهم إرهابيين سماهم متمردين إلى المتمردين. Il a dit que le président Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. وقال أن الرئيس بشار الأسد لا كيف يعني ما بيستاهل إنه يضل على الأرض. ليس له شرعية. لا ما بيستاهل يضل على الأرض قال. نعم. بهالكلمات. Et vous le savez, il a dit aussi que le Front al-Nosra faisait en Syrie du bon boulot. وكما تعلمون قال أيضا أن جبهة النصرة تقوم بعمل جيد في سوريا. C'est fait pour le droit, ce comportement pour le droit s'appelle de la provocation. هذه الوقائع
conclure cet épisode, j'ai envie de vous ramener à Tartous, où j'y ai ressenti une note d'espoir profonde, avec des artistes talentueux, des personnes accueillantes, des habitants touchants et un goût de la vie indestructible.